Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Uramiya Honpo Reboot. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Aujourd'hui, nous retrouvons la célèbre vengeuse allouée... La célèbre vengeuse allouée... La vengeuse allouée que tout le monde connaît, sauf moi, parce que... comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Merci. Uramiya, donc, dont la première série télévisée avait eu suffisamment de succès pour être suivie par 2 téléfilms, avant qu'elle ne revienne avec une nouvelle série intitulée Uramiya Honpo Reboot. D'ailleurs, l'une des nombreuses suites du manga d'origine s'appelle aussi Uramiya Honpo Reboot, mais comme je ne l'ai pas lu, je ne saurais vous dire si la série adapte cette période du manga en particulier, ou si c'est juste une coïncidence s'ils ont le même titre. Le titre est cependant trompeur, il ne s'agit pas d'un reboot et la série se déroule bien dans la continuité des opus précédents. Enfin, une des 2 continuités, puisque si vous vous en souvenez, le premier téléfilm avait 2 fins alternatives, dont une où un des personnages récurrents trouvait la mort. J'ai toujours trouvé cette expression un peu bizarre, parce que trouver la mort, ça impliquerait qu'on la cherche à la base, Et moi, quand on me cherche, on me trouve. Voyons donc si ce reboot est à la hauteur de la série originale. Ikuzo! Ah, excusez-moi, visiblement j'ai pas mis le bon DVD. Ah si! Un gimmick de cette nouvelle série est que chaque épisode débute par un faux journal télévisé qui se brouille d'un seul coup pour passer au générique de la série, un peu comme si Uramiya Honpo Reboot était une série diffusée de façon pirate, logique pour une série dont l'héroïne exerce des activités illégales à l'insu du grand public, et le générique lui-même est entrecoupé d'extraits de l'épisode qui va suivre, accompagné des commentaires de la présentatrice du JT, puisque les titres de News 24 sont toujours en rapport avec les événements de l'épisode. Uramiya Honpo Reboot a droit à un épisode 0 qui sert à présenter la série et son univers à ceux qui n'auraient pas vu les opus précédents. Cet épisode 0 est donc un résumé des épisodes précédents sous la forme d'un reportage avec des interviews des acteurs, le tout entrecoupé par des extraits d'une audition de l'inspecteur Yadorogi par ses supérieurs qu'il tente en vain de convaincre de l'existence d'Uramiya. A noter d'ailleurs que cette nouvelle série a un format différent de la précédente, puisque cette fois, à l'exception de l'épisode 0, les histoires sont toujours en 2 parties. D'ailleurs, l'édition DVD permet de les visionner soit sous la forme d'origine, c'est-à-dire 2 épisodes distincts, soit réunis en un épisode unique d'une 50aine de minutes. Et donc, dans le premier épisode, nous faisons connaissance avec Ayane, une collégienne harcelée par 3 camarades, qui la raquettent, la maltraitent, l'inscrivent à son insu à un site de rencontre en ligne, pour l'obliger ensuite à rencontrer les personnes qui ont pris contact avec elle. Alerte pédomère! Le tout se terminant par le suicide d'Ayane. Et vous ne m'ôterez pas de l'idée que le réalisateur a sciemment saboté cette scène pour lui retirer tout son potentiel tragique. Car il est tout simplement impossible qu'il ait filmé ce qui va suivre avec l'intention que ce soit au premier degré. L'un des 3 cris les plus ridicules que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à présent, après Millennium Bamboo, et Jigoku Shoujo. Le pire, c'est que quand on tourne un film ou une série, chaque scène a droit à plusieurs prises. Même quand elle est réussie, on en fait toujours une ou 2 de plus pour être sûr. Et vous voulez me faire croire que sur toutes les prises qu'ils ont fait de cette scène-là, c'était celle-là la meilleure, celle-là qu'ils ont choisi de garder. Ceci dit, chapeau au réalisateur, hein. C'est pas donné à tout le monde de mettre en scène le suicide d'une gamine de 13 ans et de rendre la scène hilarante. Sombre dans le burlesque. Ah oui, vous vous demandez probablement comment ces 3 bourreaux réagissent à l'annonce de sa mort. Si elles ont des remords ou quelque chose comme ça... Ben... voyez vous-même.
Faut dire que la vraie raison de ce harcèlement, c'est qu'il fait partie d'un jeu qui permet aux élèves qui y participent de gagner des points pour des achats en ligne en harcelant la personne qu'on leur désigne. Pour un jeu de... c'est un jeu de... D'ailleurs, une des trois, Chisato, trouve le jeu nettement moins amusant quand c'est elle qui est désignée par le MJ pour remplacer Ayane comme tête de turc attitrée de la classe. Évidemment, personne ne connaît la véritable identité du MJ, et il s'agit en réalité d'un des profs, Tezuka. Et sérieusement, même sans le savoir, vous confieriez des élèves à un type pareil, vous? Sérieux, même les types qu'Ayane a rencontrés via le site de rencontre étaient moins flippants. Évidemment, la mère d'Ayane essaye d'obtenir une enquête pour prouver le harcèlement dont a été victime sa fille et punir les responsables, mais sans succès, et elle est sur le point de suivre le même chemin vertical que sa fille quand elle est contactée par Uramiya. Et comme Uramiya est toujours autant adepte du principe œil pour œil, eh ben la dernière fois qu'on aura vu les trois bourreaux d'Ayane, elle se faisait embarquer par ces trois types et même si on sait pas ce qu'ils deviennent ensuite, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils cherchaient juste des partenaires pour jouer aux échecs. Quant à Tezuka, Uramiya se fait passer pour le MJ afin qu'il devienne la cible suivante des élèves du collège, et ça se termine avec la gravité qui mène par 2-0, et le directeur de l'école qui fait un blue screen of the death. Dans le deuxième épisode, on découvre qu'Uramiya n'est pas la seule vengeuse allouée en activité, puisqu'après qu'un type ait tenté de faire appel à elle pour se venger d'un collègue dont il était jaloux de la réussite professionnelle, mais qu'elle a refusé puisque techniquement le type ne lui a fait aucun tort, vu que c'est quand même pas de sa faute s'il travaille mieux que lui, et oui, si incroyable que ça puisse paraître, cette femme a une éthique. Le client débouté fait appel à un autre trio de vengeurs alloués, nettement moins regardants, tellement moins regardants d'ailleurs qu'ils en profitent pour violer la femme du collègue au passage, avant de faire chanter leur client en le menaçant de divulguer un enregistrement prouvant qu'il est le commanditaire de l'agression. Ça alors, qui aurait pu deviner que ces trois types n'étaient pas dignes de confiance? J'en vois un qui lève pas la main là. Ah, il est manchot. Ok, j'ai rien dit alors. Mais comme le chantage rentre dans les attributions d'Uramiya, elle accepte cette fois de s'occuper des trois affreux. Mais la situation se complique du fait de l'existence d'une troisième vengeuse allouée, Maki, qui dirige le Baraotes Club Égoïste, en français dans le texte, et qui se spécialise dans les vengeances de femmes victimes d'hommes. Et d'ailleurs, une de ses clientes est justement une collègue de travail du client d'Uramiya et de la victime des trois affreux, laquelle était victime de harcèlement sexuel par son patron, qui l'obligeait à lui faire des gâteries entre deux courriers à taper. Et grâce à l'intervention de Maki, le dit patron se trouve obligé de filer droit, s'il ne veut pas qu'elle rende public un enregistrement prouvant qu'il est resté un grand enfant. C'est vrai qu'auprès des clients, ça ferait mauvais effet. Or, Maki a justement engagé les trois affreux pour qu'ils s'occupent d'Uramiya. L'un d'entre eux y laisse même un œil, puisqu'Uramiya chante du James West. L'héroïne meurt à la fin de la première partie du deuxième épisode. Elle était vachement courte cette série. Évidemment, vous l'aurez deviné, dès le début de la deuxième partie, on a droit à... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Mais c'est le corps de qui que la police vient de repêcher alors? Oh mon dieu, ils ont tué Nami! Encore? Là où ça devient cocasse, c'est que Nami Hanada était justement la doublure de Ayumi Kinoshita pour cette scène. Du coup, on dirait presque un gag de Mel Brooks. Vous n'êtes que des idiots! Ce ne sont pas les vrais! Vous avez capturé les cascadeurs qui les doublent! En réalité, Maki était de mèche avec Uramiya, et tout ça avait pour unique but de lui permettre d'approcher les trois affreux, afin de les monter les uns contre les autres pour qu'ils s'entretuent. Ça alors, qui aurait pu deviner que ces trois-là étaient cinglés à ce point? La vache! Même le manchot a levé la main cette fois. Malheureusement pour le client d'Uramiya, celle-ci a aussi été engagée par sa victime pour punir le commanditaire de l'agression dont lui et sa femme ont été victimes. Et donc, une fois son salaire touché, elle l'envoie tenir compagnie à ce qui reste des trois affreux au bout d'une semaine, une expérience qui lui laissera de légères séquelles. Très légère. Un autre qui a failli avoir des séquelles, c'est Chou, qui pour pouvoir s'introduire dans le repère des trois affreux, avait séduit leur corpulente propriétaire. Ce qui s'était soldé par un tour de rein. Ah oui, j'allais oublier.
Après 2 premiers épisodes particulièrement dark, on enchaîne sur un autre nettement plus fun, puisqu'il marque le retour de Takeo Mishiwasuda, toujours aussi génialement interprété par le regretté Ken Maeda. On découvre même au passage qu'Uramiya a carrément un manuel d'utilisation à son sujet. Et donc, dans cet épisode, elle fait appel à ses services pour s'occuper de 2 extraterrestres de la planète Barbarian. En l'occurrence, il s'agit d'un frère et d'une sœur qui mènent une vie pas possible à un restaurateur. La sœur tentant de le faire rompre avec sa fiancée en la persuadant de son infidélité. Et pendant que la sœur pourrit sa vie sentimentale, le frère pourrit sa vie professionnelle, le faisant chier au sens figuré, et ses clients au sens propre. Enfin, propre... Tout ça parce que la sœur fait une fixette sur lui depuis la nuit d'amour qu'ils ont passée ensemble il y a 10 ans. Il devrait peut-être lui expliquer qu'il a couché avec elle uniquement pour honorer un pari stupide avec ses potes. Pour un jeu de... C'est un jeu de... Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer si elle apprenait ça? Et donc, maintenant qu'on a bien ri, la série peut revenir à sa routine sombre et pessimiste. Et le client suivant d'Uramiya n'est autre que le nouveau Joya. Oui, le nouveau, puisque dans cette série, l'informateur d'Uramiya est remplacé par un nouveau personnage vivant dans un véritable bazar, situé au-dessus d'un bazar. Là encore, comme je ne connais pas le manga d'origine, je ne sais pas si c'est parce que l'acteur original n'était plus disponible, et encore, le cas de Chou nous a montré que ça ne les dérangeait pas d'utiliser 2 acteurs différents pour un même personnage, ou si ce deuxième Joya existait déjà dans le manga. Le nouveau Joya, donc, veut engager Uramiya pour venger la mort d'un couple de restaurateurs qui l'avait aidé à l'époque où il était démuni et se prenait pour Benzaï. Les responsables ont bien tenté de maquiller le meurtre en suicide, mais ils ont commis l'erreur classique du « Ah ah, la victime était gauchère en fait !» Exceptionnellement, Uramiya accepte de s'occuper de cette affaire contre 10 yens symboliques, plus la promesse qu'il arrête de fumer. D'ailleurs, durant tout le reste de la série, son bureau sera couvert de post-it et de notes lui rappelant sa promesse. Les responsables de la mort des restaurateurs sont un trio d'usuriers peu scrupuleux et pratiquant des taux d'intérêt exorbitants. On pourrait penser que supprimer un de leurs créanciers est contre-productif, mais ça ne les empêche pas de faire chanter leur fils en menaçant de s'en prendre à sa sœur s'il n'honore pas les dettes de ses parents. Pour les punir, Joya, Takeomi, ainsi que d'autres personnes que la victime avait aidées autrefois, empruntent de fortes sommes d'argent aux meurtriers, mais en leur donnant de fausses identités et numéros de téléphone, ce qui rend quelque peu problématique la récupération de leur investissement. Et c'est d'autant plus gênant que le truand qui leur a avancé l'argent n'a absolument aucun humour. Par contre, il a une très belle collection de sabres. Un peu brouillon, c'est un appendicectomie quand même. Néanmoins, si Joya est parvenu à venger la mort de ses amis, il se retrouve définitivement brouillé avec leur fils, qu'il a vu faire affaire avec les responsables de la mort de ses parents. La cliente suivante d'Uramiya est employée dans une agence de voyage qui fait appel à ses services pour se venger d'une de ses collègues, Chiharu, qui en plus de prendre un malin plaisir à pourrir sa réputation auprès de ses collègues parce qu'elle est la seule à ne pas la vénérer pour sa fausse gentillesse et son physique irréprochable, s'est également attribué la paternité d'un projet de voyage organisé destiné aux personnes à mobilité réduite. Elle l'a d'autant plus mal pris que c'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, puisque son propre frère s'est suicidé après avoir perdu l'usage de ses jambes après un accident de moto. Chiharu paye ses exactions au prix fort, quand Uramiya s'arrange pour que ses collègues la prennent en flagrant délit de vol pour financer une énième opération de chirurgie esthétique, vol qu'elle espérait mettre sur le dos de sa collègue, vu qu'elle est plus à sa près, révélant au passage à tous les employés à quoi elle ressemblait avant de passer par la case bistouri. Effectivement, il y avait du boulot. Et ça permet au passage de caser une référence à Kamen Rider. Vu qu'il y en avait déjà une dans la première série, il faut croire qu'il y a un quota à respecter. Et en tentant de s'enfuir avec l'argent, Chiharu fait une chute dans les escaliers et... Oula, va lui falloir un nouveau-né là. Un nouveau-né? Mais je ne comprends pas. Je lui en ai déjà offert un pour son 16e anniversaire.
Et pourtant, le spectateur n'est pas satisfait par sa punition, parce qu'on a entre-temps découvert que son comportement était dû au fait que quand elle était enfant, ses parents la négligeaient au profit de sa sœur à cause de son physique disgracieux, et que même si ses nombreuses et coûteuses opérations de chirurgie esthétique ont corrigé son apparence, elle restait obsédée par son apparence, terrifiée à l'idée de perdre sa beauté, et multipliant les crises de boulimie et les visites chez l'esthéticien. C'est quand même marrant que plus les gens essayent de passer inaperçus, moins ils y arrivent. Tout ça pour dire que ce personnage était à la fois une victime et un bourreau, et malgré tout le mal qu'elle a pu causer à la cliente d'Uramiya, on ne peut s'empêcher de la plaindre quand les policiers l'emmènent alors qu'on réentend la voix suppliante de sa version enfant. Maman, 私も見て。パパ、私を愛して。ねえ、私を愛してよ。 Enfin, le dernier épisode permet de conclure l'intrigue fil rouge de la série. Car de même que la première série avait une intrigue fil rouge consacrée à l'enquête de Yadorogi sur Uramiya, celle-là fait de même, sauf que Yadorogi étant en arrêt maladie, elle est cette fois centrée sur le personnage de Shizuka Oshikage, qui dans la série, c'est full nombre d'acteurs de tokusatsu qu'on croise dans Uramiya Honpo, est interprété par une des actrices principales d'Ultraman Max. Shizuka est journaliste pour la chaîne de télévision Tokyo Bay et est amenée à enquêter sur les agissements d'Uramiya. Une enquête qui la conduit dans des endroits parfois malfamés où elle fait des rencontres enrichissantes. Rappelle-nous pourquoi on te paye déjà. Parallèlement à son enquête, on découvre qu'elle a vécu étant enfant une expérience traumatisante dont elle a refoulé les souvenirs, mais qui commence à lui revenir en mémoire. Sa mère s'était en effet suicidée après avoir été violée par un cambrioleur qu'elle avait surpris pendant que Shizuka assistait à la scène, trop terrifiée pour sortir du placard où elle s'était réfugiée. Or, de nos jours, la chaîne pour laquelle elle travaille bat des records d'audience grâce à des interviews de l'auteur d'un triple meurtre qui a réussi à échapper à la justice et peut désormais se pavaner en toute impunité puisque son crime a été prescrit. Ce qui amène l'unique survivant du massacre à faire appel à Uramiya pour se venger. La chaîne finit par organiser un face-à-face en direct entre le survivant et le meurtrier de sa famille, face-à-face durant lequel le super-héros Shizuka pousse le cynisme jusqu'à révéler qu'il est le responsable du viol et du suicide de sa mère afin de pouvoir filmer sa réaction en direct. Et niveau réaction, il est pas déçu. À mon avis, en ce moment, dans sa tête, ça doit donner ça. Tu l'avais prévu ça? Merde! Car ce qu'il n'avait pas prévu, c'était qu'Oshikage, un peu aidé par Uramiya, l'avait déjà reconnu depuis belle lurette en reconnaissant son tatouage. Et même si l'émission a fait un score d'audience de 48%, ses employeurs se seraient bien passés d'un tel scandale, et c'est la porte. Et si vous pensez que le client d'Uramiya est heureux du sort final du meurtrier de sa famille, il n'en est rien puisque durant le face-à-face, on a découvert qu'il avait caché sur lui un couteau pour le tuer en direct, ce qui lui fait une réputation peu enviable aux yeux du grand public. Et c'est là qu'on découvre qu'en réalité, le véritable client d'Uramiya était cet homme, dont la vie avait été brisée quand il avait été suspecté à tort du triple meurtre à cause d'un témoignage du survivant. Le twist avait d'ailleurs été plutôt bien préparé, puisqu'on avait croisé ce personnage dans plusieurs scènes, éveillant donc notre curiosité sur sa véritable identité, et qu'il avait même joué un rôle dans la mort du criminel, en fournissant à Shizuka son sac dans lequel avait été glissée l'arme du crime. Et la série se termine avec Shizuka emprisonnée mais heureuse d'avoir pu assouvir sa vengeance, tandis que Yadorogi reprend la traque d'Uramiya. Et Korede Owarida. Faites pas attention, j'essaye d'avoir une vengeance à l'œil. C'est qui sont pas donnés ces tarifs. Donc cette nouvelle série d'Uramiya est dans la droite ligne de ses aventures précédentes, mais en beaucoup plus dark. À l'image du personnage de Rina, dont je n'ai pas parlé, mais qui, si elle donnait quelques signes d'innocence dans la première série, n'a désormais plus aucun scrupule à prendre une part active dans les vengeances d'Uramiya, même quand celle-ci implique des morts d'hommes. De même que le sexe et la violence, déjà bien présents dans les opus précédents, sont cette fois encore plus explicites. Comme pour la série précédente, l'intérêt des aventures d'Uramiya est de savoir quelle méthode elle va employer pour punir sa cible, en respectant le plus souvent une logique du style œil pour œil.
Sauf que cette fois, la vengeance s'est présentée sous un jour nettement plus ambigu. Ce qui fait que dans certains cas, la vengeance ne procure aucune satisfaction aux spectateurs, notamment avec le trio de harceleuses, dont la jeunesse fait que leur sort final, bien que mérité, met franchement mal à l'aise, ou avec Chiharu, pour qui le spectateur ne peut s'empêcher d'éprouver de la compassion, maintenant qu'il sait que son comportement était motivé par une enfance malheureuse. Et inversement, il y a les cas où les clients d'Uramiya paient un lourd tribut pour leur vengeance. C'est le cas de Joya, désormais brouillé avec le fils de ses amis, mais aussi avec ses clients des épisodes 2 et 6, qui après avoir obtenu leur vengeance, sont à leur tour victimes de personnes à qui ils avaient eux-mêmes fait du tort. Et il y a évidemment le personnage de Shizuka, qui durant toute la série nous apparaît comme quelqu'un d'innocent et d'idéaliste, doté d'une foi solide en la justice et opposé à l'idée même de la vengeance, et qui vengera finalement la mort de sa mère de façon particulièrement sanglante, nous prouvant ainsi que même les personnes les plus innocentes peuvent céder à leur désir de vengeance si le motif et l'occasion se présentent. 気がついていないだけで、あなたの心の中にもきっと。 Ce qui fait Kuramion pour Reboot est une série qui joue sur 2 tableaux, en exploitant le thème de la vengeance par procuration, tout en nous démontrant que celle-ci n'est pas toujours satisfaisante, ni même honorable. Jane! Tiens, au fait, le principal du collège, il en est où? Toujours pas bougé, hein, c'est bien ce qui me semblait. Faudrait peut-être quand même l'enlever, hein, parce que ça commence à faire désordre.